Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue. Il est 20h15, c'est Info Soir. Tout de suite, les titres de cette édition. Sa Majesté le Roi reçoit le ministre émirati des Affaires étrangères et de la coopération internationale, son Altesse Sheikh Abdallah bin Zayed Al Nahyan, porteur d'un message du prince héritier d'Abu Dhabi, son Altesse Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Un président s'en va, un autre arrive. Joe Biden a été investi ce mercredi. Il a prêté serment lors d'une cérémonie sous haute surveillance au Capitole à Washington. Nous parlerons des nombreux défis qui attendent le 46e président des États-Unis avec Amina Mkhalq dans sa chronique Un œil sur le monde. Le variant britannique du Covid-19 a fait son apparition au Maroc depuis le port Tangemed. Ainsi, toutes les mesures ont été renforcées. Tous les bateaux en provenance de Marseille, de Sète et de Genève sont minutieusement contrôlés grâce à des laboratoires mobiles. Mea culpa covidissime, c'est le titre d'une chanson inspirée par la crise sanitaire et ses conséquences économiques, sociales, mais surtout humanitaires. L'auteur, compositrice et interprète de ce titre, Soumia Abdelaziz, a pour ce projet collaboré avec la chorale de l'église de Marrakech. En ouverture de cette édition, cette audience royale, Sa Majesté le Roi a reçu le ministre émirati des Affaires étrangères et de la coopération internationale, son Altesse Sheikh Abdallah bin Zayed Al Nahyan, porteur d'un message du prince héritier d'Abu Dhabi, son Altesse Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Lors de cette audience, les entretiens ont porté sur l'évolution des relations bilatérales dans différents domaines. Cette audience s'est déroulée en présence côté marocain du conseiller de Sa Majesté le Roi, Fouad Ali El-Himma, du ministre des Affaires étrangères Nasser Bourita et du côté émirati du directeur du bureau de son Altesse Sheikh Abdallah bin Zayed Al Nahyan, Mohamed Mahmoud Al Khaja. Le Maroc dénonce auprès du secrétaire général et du Conseil de sécurité le détournement des décisions du sommet extraordinaire de l'Union africaine par l'Afrique du Sud. L'ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès de l'ONU, Omar Hilal, a adressé hier une lettre au secrétaire général de l'ONU et au président et membre du Conseil de sécurité dans laquelle il a dénoncé les manœuvres de l'Afrique du Sud sur la question du Sahara marocain. Dans sa lettre, le diplomate marocain a souligné que la missive sud-africaine suggère fallacieusement que le sommet extraordinaire de l'Union africaine sur faire taire les armes a été consacré exclusivement à la question du Sahara marocain, indiquant que la réalité est totalement différente et que la démarche sud-africaine de singulariser la question du Sahara marocain révèle une double tentative au niveau procédural et substantiel d'induire en erreur le secrétaire général de l'ONU et le Conseil de sécurité. La proclamation américaine sur la marocanité du Sahara distribuée aux 193 États de l'ONU. Le texte émis par l'ex-président américain Donald Trump reconnaissant la souveraineté pleine et entière du Maroc sur son Sahara a été distribué aux États membres des Nations Unies en tant que document officiel du Conseil de sécurité dans les 6 langues officielles de l'ONU. Dans une lettre accompagnant le texte de la proclamation américaine, l'ambassadrice représentante permanente des États-Unis auprès des Nations Unies précise que le 10 décembre dernier, par cette proclamation, Donald Trump a reconnu que l'intégrité territoriale, l'intégrité du territoire du Sahara fait partie du Royaume du Maroc. Donald Trump qui a refusé d'assister à l'investiture de son successeur. Un président s'en va, un autre arrive. Joe Biden a été investi ce mercredi. Il a prêté serment lors d'une cérémonie au Capitole à Washington. Il devient le 46e président des États-Unis, placé sous très haute surveillance. Cette journée marque un tournant historique pour le pays. Mamadou Diaye. C'est l'image d'une Amérique forte qui a été mise au défi en ce jour historique. Devant cette imposante esplanade du Capitole, la prestation de serment tant attendue a eu lieu sans encombre. Elle marque ainsi le début de l'ère Biden-Harris à la Maison-Blanche. Preserve, protect and defend the Constitution of the United States. the Constitution of the United States. So help you God. So help me God. Congratulations, Mr. President. Une cérémonie qu'il a fallu absolument tenir malgré les menaces de troubles des partisans du président sortant, mais également une pandémie galopante dans le pays. Ce lieu jadis inondé de monde a fait place à des milliers de drapeaux américains parsemés le long de la pelouse du Capitole.
De son côté, Donald Trump a quitté la Maison-Blanche quelques heures avant la fin officielle de son mandat. Le moment pour lui d'adresser ses ultimes remerciements à ses plus fidèles supporters. Ayez une bonne vie, nous nous verrons bientôt. Merci, merci beaucoup. Le désormais ex-président des États-Unis était l'absent le plus présent de cette cérémonie d'investiture. Les deux hommes ne se sont pas passés le témoin, mais Donald Trump aurait laissé une lettre à son successeur, comme le veut la tradition américaine. Les États-Unis tournent donc la page Donald Trump. C'est bien dans un contexte de crise que Joe Biden entre en scène. L'Amérique est plus que jamais fracturée. De nombreux défis attendent le nouveau président. Pour en parler, notre consultant politologue nous a rejoint sur le plateau. Mustafa Sremi, bonsoir. Bonsoir. Alors, Joe Biden, ce résilient devenu président, est-il l'homme de la situation? Est-ce qu'il est en mesure de façonner une autre Amérique et de lui rendre son passé glorieux? C'est un homme de grande expérience au Sénat, vice-président du président Obama. Il a monté une équipe pendant la campagne, mais surtout depuis son élection, voici 2 mois et demi. C'est une équipe qui a beaucoup travaillé sur les dossiers. Les dossiers sont de 2 ordres, dossiers économiques et sociaux. Je donne simplement l'énumération, évidemment le problème de la vaccination, le problème de la relance économique, des mesures sociales pour les défavorisés, et puis autres paramètres aussi. Maintenant, la question de ces rapports avec l'international, ce sera une approche plus multilatérale avec un certain nombre d'initiatives. Il y a les grandes zones, les grands dossiers, tout ça il connaît parce qu'il a une grande expérience diplomatique. Deuxième grand dossier, c'est refaire l'unité. Les États-Unis sont aujourd'hui une société divisée, une société meurtrie par la pandémie, et ça sera extrêmement difficile pour lui de reconstituer le tissu social et la cohésion de cette société, d'autant qu'on n'a jamais vu un tel clivage entre les 2 grandes parties de la société, ceux qui ont voté démocrate et républicain, et il y a donc là une tâche majeure qui lui est imposée par les présentes circonstances. Alors, ce changement au sommet de l'État, quel impact il aura sur les relations diplomatiques entre le Maroc et les États-Unis? Il y a 2 niveaux pour ce qui est des relations bilatérales. Il y a d'abord des relations entre Washington et Rabat. Il y a d'abord le socle, ce qu'il y a, les acquis. Et là, il y a des choses importantes qui sont là, qui sont structurantes dans les relations bilatérales. Il y a l'accord de libre-échange 2006, il y a la coopération militaire et sécuritaire, il y a les intérêts économiques, c'est la septième investisseur, etc. Et puis, il y a évidemment la question nationale du Sahara, des provinces récupérées à laquelle vous pensez évidemment. Il y a une prise de position d'une administration, c'est l'État. C'est l'État qui a pris position. Il y a donc là des intérêts majeurs qui correspondent non seulement à la vision marocaine, mais qui correspondent également à une stratégie américaine de tourner une page sur un dossier artificiel depuis 45 ans et de faire prévaloir le projet marocain d'autonomie interne. Je note qu'il y a une dizaine de jours, il y a une quarantaine de pays qui ont été, avec le Maroc et les États-Unis, qui ont présidé une commission sur ça, représentée par 27 ministres des Affaires étrangères. Et donc, il y a quelque chose qui est en train de se faire. C'est une nouvelle dynamique et c'est une donnée majeure pour la question nationale. Donc, en résumé, continuité globale avec des amendements, etc. Ce qui peut changer aussi, c'est le style, mais c'est le style diplomatique du président Biden. Et le Maroc est tout à fait disposé à engager des efforts pour davantage de consolidation des rapports bilatéraux. Mustafa Sremi, merci pour cet éclairage. Et le démocrate qui a été investi 46e président des États-Unis a déjà dévoilé la composition de son administration. D'anciens adversaires y côtoient de fidèles de longue date dans l'équipe la plus diversifiée que le pays ait connue. Une administration qui ressemble à l'Amérique. Voilà l'objectif de Joe Biden qui a commencé à dévoiler la liste des hommes et des femmes dont il s'entourera à la Maison-Blanche. Diplomatie, sécurité intérieure, agriculture, 15 personnes ont été désignées. Leurs nominations doivent être validées par le Sénat dans les prochains jours. Toujours au sujet de l'investiture du 46e président des États-Unis, Amina Benkhallaq nous a rejoint sur le plateau. Amina, bonsoir. Alors, une page se tourne avec l'arrivée au pouvoir de Joe Biden. C'est en tout cas ce qui semble ressortir de son programme.
Bonsoir Ihsan, c'est exactement cela. Son programme marquera une réelle rupture avec les mesures phares de la politique de Donald Trump. Dès aujourd'hui, Joe Biden prendra 17 décisions présidentielles, parmi lesquelles le grand retour des États-Unis dans l'accord de Paris sur le climat, un sujet qu'il maîtrise car il était impliqué dans sa gestion en tant que vice-président de Barack Obama en 2015. Biden veut aussi développer une économie plus verte. Il a promis d'investir 2000 milliards de dollars sur 4 ans pour le financement de bâtiments plus écolos et de véhicules électriques. L'autre grande priorité du programme de Biden, celle que les Américains attendent de pied ferme, c'est le lancement de ce grand plan de relance économique avec à la clé 1900 milliards de dollars, sans oublier les aides promises aux foyers les plus pauvres. Durant sa campagne, le président élu s'était également engagé en faveur d'une redistribution des richesses plus équitable en taxant les plus hauts revenus à 39,6% au lieu de 37%, mais ce taux devrait varier selon les États. Il y aura également, Amina, du changement au niveau de la gestion de la crise du coronavirus et de la politique migratoire. Une politique migratoire qui sera détricotée par Joe Biden. Il envisage d'abolir le programme de séparation des familles à la frontière mexicaine qui soulevait la colère d'une partie des Américains. Cette frontière où les travaux de construction du fameux mur seront suspendus. Le démocrate compte également revenir sur l'interdiction d'entrer sur le territoire des ressortissants de 7 pays musulmans. Et enfin, vous en avez parlé, Ihsan, la gestion de la crise du coronavirus, c'est l'un des sujets qui aurait privé Donald Trump d'un second mandat selon de nombreux observateurs. Contrairement à son prédécesseur, Joe Biden entend mettre l'accent sur les mesures préventives anti-Covid. Il prévoit notamment d'imposer le port du masque sur tous les sites fédéraux et dans les transports publics entre États. Et dès demain, le président élu devrait revenir dans le giron de l'Organisation mondiale de la santé dont Trump avait claqué la porte. D'ailleurs, toutes les mesures dont je vous ai parlé, Ihsan, seront mises en place pendant les 2 premières semaines du mandat de Joe Biden, une manière de marquer le début de sa présidence, mais surtout de se démarquer, voire de rompre avec l'ère de son prédécesseur. Merci Amina pour ce décryptage. On vous retrouve la semaine prochaine. Les États-Unis qui franchissent la barre des 400 000 morts du Covid-19. Il s'agit du plus lourd bilan mondial en valeur absolue. Quant au variant britannique, il est désormais présent dans au moins 60 pays et territoires. Des premiers cas ont été découverts à Pékin. Les développements avec Mamadou Diaye. Arrondissement de Daching à Pékin, c'est ici au sein d'un foyer épidémique de Covid-19 que 2 cas porteurs du variant britannique du virus ont été découverts. Les autorités chinoises ont déclaré que ces cas étaient exogènes à la Chine. Pour l'instant, nous prodiguons le même protocole de traitement à ces nouveaux patients qu'aux anciens. Un protocole alliant médecine traditionnelle chinoise et occidentale. Les données ne montrent aucun changement de symptômes ou de caractéristiques cliniques. À Berlin, le confinement se poursuit. Initialement prévu jusqu'à fin janvier, la chancellerie a annoncé son prolongement jusqu'au 14 février. Avec l'annonce de l'indisponibilité des vaccins émis par Pfizer-BioNTech, le gouvernement allemand maintient ces mesures qui donnent effet. Si vous comparez la courbe des infections des derniers jours avec les précédentes semaines, vous pouvez constater une baisse significative. Les soins intensifs ont 800 patients en moins par rapport à 1 ou 2 semaines. Le pourcentage de personnes positives est en baisse. Cela prouve que nos mesures fonctionnent. Plus de 2 millions de décès dus au coronavirus dans le monde. 94 millions de cas confirmés depuis le début de la pandémie. Le bilan continue à s'alourdir malgré un net durcissement des mesures restrictives autour du globe. Au Maroc, les derniers chiffres attestent d'une tendance à la baisse dans plusieurs régions et un R0 qui affiche une légère amélioration durant ces dernières 24 heures. 1152 nouveaux cas de contamination ont été enregistrés, un intervalle durant lequel 32 décès ont été annoncés concernant les guérisons. 1329 rémissions ont été répertoriées à travers le royaume. Et vous le savez, le nouveau variant britannique du Covid-19 a été détecté au Maroc. Doit-on s'inquiéter de la mutation du virus? Ce nouveau variant est-il plus contagieux, plus mortel? Pour en savoir plus, nous retrouvons via Skype le docteur Jaafar Heikel, épidémiologiste. Docteur, bonsoir. Alors, pourquoi cette variante du virus est aussi préoccupante? Pourquoi est-ce qu'elle inquiète autant la communauté internationale?
Écoutez, d'abord, les variants en matière de Covid-19 existaient déjà. Hein. Déjà, lui-même, la souche classique sauvage était un variant le plus fréquent. Aujourd'hui, le nouveau variant britannique inquiète parce qu'il a une capacité de transmissibilité beaucoup plus importante, de 40 à 70%, voire plus dans certaines situations. Donc, il se propage plus rapidement, mais la bonne nouvelle, c'est que pour l'instant, au vu des données scientifiques, il n'est pas plus mortel, il n'est pas plus létal, il n'entraîne pas plus de complications. L'inquiétude vient du fait, est-ce qu'on sera capable de le diagnostiquer de la même manière? Est-ce que les tests diagnostiques auront la même sensibilité que les anciens tests par rapport à la souche classique? La deuxième question qui préoccupe tout le monde, c'est est-ce que nous allons pouvoir utiliser les mêmes thérapeutiques? Est-ce que les mêmes thérapeutiques seront les plus aussi efficaces? Et le troisième élément qui inquiète évidemment, c'est est-ce que la stratégie vaccinale qui a commencé à travers le monde et qui va bientôt commencer au Maroc, est-ce que cette stratégie sera aussi efficiente? C'est-à-dire, est-ce qu'elle protégera contre ce variant par rapport à la souche classique? Et c'est pour ça que les gens s'inquiètent, mais néanmoins, il y a quand même des données qui montrent que oui, il est plus contagieux, mais pour l'instant, au vu de données, il n'est pas plus grave et il n'est pas plus létal ou mortel. Alors justement, est-ce qu'il y a des données par rapport à l'efficacité du vaccin? Écoutez, oui, il y a quelques données sur les vaccins qui existent aujourd'hui à travers le monde et qui ont déjà vacciné des millions de personnes. Il a été montré que ce vaccin protège également contre ce variant. Ce que nous ne savons pas encore au vu des données actuelles, est-ce que ce pourcentage de protection qui est quand même très élevé pour la majorité des vaccins présents aujourd'hui entre 90 et 94%, est-ce que ce pourcentage restera aussi élevé? Donc protection, oui, mais quel est le niveau? Là, nous n'avons pas encore suffisamment de données. Donc docteur, il faut rester serein. Avec la découverte du variant britannique, la question des masques revient sur la table. Est-ce qu'ils sont tous efficaces ou est-ce qu'il y en a qui le sont moins, notamment les masques en tissu? Alors d'abord, les modalités de transmission, il faut rester raisonnable. Les modalités de transmission de la souche classique et du nouveau variant sont les mêmes. Et c'est pour ça que les mesures barrières doivent persister, et qui sont d'abord et avant tout la distanciation physique, puis le port du masque. Et le port du masque, qu'il soit en tissu, qu'il soit un masque jetable ou un FFP2, il doit être correctement porté pendant la durée de temps qu'il faut. Donc oui, si les normes sont respectées, eh bien le masque même en tissu, s'il répond aux critères et aux normes, il reste efficace s'il est utilisé à bon escient pendant la durée qu'il faut. Mais encore une fois, toutes les mesures barrières, y compris celles du masque, doivent être absolument maintenues pour la souche classique et pour le nouveau variant. Docteur Jaafar Haikal, merci pour toutes ces précisions. Le variant britannique du Covid-19 a fait son apparition au Maroc depuis le port de Tangemed. Ainsi, toutes les mesures ont été renforcées après l'apparition de ce premier cas. Tous les bateaux en provenance de Marseille, de Sète et de Genève sont minutieusement contrôlés grâce à des laboratoires mobiles. Reportage d'Erbenzena, le récit est de Rita Sah. Ce bateau, transportant des camions en provenance d'Algésiras, s'apprête à amarrer au port de Tangemed. À l'intérieur du navire, ses équipes procèdent au contrôle sanitaire de l'ensemble des passagers, selon un protocole spécifique permettant de détecter le nouveau variant du Covid-19. Dans ce sens, tous les bateaux reliant Tanger à Marseille, Sète et Genova ont été équipés de laboratoires développés pour détecter ce type de virus. Des laboratoires dotés de techniques de pointe, des équipes formées pour l'occasion, autant de moyens déployés dans tous les bateaux commerciaux qui arrivent ou partent de Tangemed, en plus de l'application des gestes barrières à l'intérieur des navires qui est loin d'être une option. Dans ce cadre, nous surveillons étroitement le respect des normes sanitaires en vigueur dans le Royaume, ainsi que celles préconisées par l'Organisation mondiale de la santé dans chaque bateau. Cette semaine, c'est d'ailleurs au port de Tangemed que le premier cas de contamination par le variant du Covid-19 avait été détecté chez un passager asymptomatique en provenance d'Irlande qui avait fait escale à Marseille avant de rejoindre le Royaume. Restez avec nous à suivre en deuxième partie de ce journal. Il signe un retour après une période d'absence. Cette semaine, Iken, alias Keaton, revient avec Rielia, une chanson très tropicale, pour parler de ce titre et de ses nouveaux projets. L'artiste est l'invité salon de ce journal.
Une découverte au Maroc d'un nouveau lézard marin aux dents de requin. Des chercheurs français, anglais et néerlandais mettent en évidence une nouvelle espèce de mosasaure, signe de l'extrême diversité des reptiles marins dans le royaume. Mais avant de parler de cette découverte, ce chiffre qui en dit long, durement frappé par une crise à l'ampleur jamais vue, le secteur aérien constate les dégâts en attendant de pouvoir redémarrer. Le trafic aérien enregistré durant l'année 2020 au niveau des aéroports marocains, il a connu une baisse de l'ordre de 71,48% par rapport à la même période de l'année 2019, en accueillant un peu plus de 7 millions de passagers contre 25 millions en 2019 selon l'Office national des aéroports. Quel que soit l'indicateur choisi, l'effondrement du trafic aérien se mesure dans tous les domaines pour l'année 2020. Bonne nouvelle pour les Casablancais, le trafic sur la ligne T1 du tramway de Casablanca au niveau de son tronçon central, compris entre les stations Haï Mohammadi et la place des Nations Unies, a repris aujourd'hui. L'opérateur RATP fait savoir que la commission d'examen de la sécurité dans le périmètre tramway a accordé cette reprise suite à l'avancement des travaux de sécurisation du chantier de l'hôtel Lincoln, dont une partie s'est effondrée le 18 décembre dernier, entraînant des chutes de pierres. Toutefois, et par mesure de précaution, la station Marché Central ne sera pas desservie. Direction à présent Tiznit pour parler de cette coopérative apicole qui mène chaque jour avec les 100 membres qui la composent plusieurs missions pour assurer la survie et la préservation des reines de l'abeille saharienne, également appelée l'abeille jaune, une abeille qui a une place très importante dans le monde apicole. Reportage de Rafiqa Gomad, le récit et de Jazir Ahmed. Comme tous les jours, Taoufik, apiculteur, s'équipe afin de rendre visite à ses ruches, assurer la survie des abeilles, administrer des traitements antiparasitaires ou encore surveiller la production, tant de missions qui lui sont permises grâce à la coopérative dont il est membre. Ce rucher est dédié à l'élevage des reines destinées à la vente, notamment l'abeille jaune, plus communément appelée saharienne. Elle est connue pour sa très bonne production mais aussi son adaptation aux conditions météorologiques. Après le terrain, c'est dans ce laboratoire que l'apiculteur se rend pour finir le travail. Un travail moins traditionnel puisqu'il a été formé afin de mieux entretenir les ruches et veiller au bien-être des abeilles. D'ailleurs, c'est ici aussi qu'est fabriqué le vaccin injecté aux reines des abeilles. Nous construisons dans ces locaux les ruches sous certains critères, respectant les conditions requises à l'élevage des abeilles. Nous recyclons également la cire dont ont besoin les apiculteurs pour le rucher. Le premier projet que nous avons mené a coûté 150 000 dirhams et a consisté en la distribution de 2700 ruches, mais cette distribution n'a été qu'une étape avant de les fabriquer seuls grâce à la coopérative. De quoi rebooster le secteur, la production de miel ayant baissé au Maroc, diverses stratégies ont vu le jour qui inclut notamment le plan Maroc Vert, un programme qui ambitionne d'atteindre les 16 000 tonnes de miel par an. Le grand rendez-vous agricole n'aura pas lieu cette année aussi. Le conseil d'administration du Salon international de l'agriculture au Maroc, le SIAM de Meknes, a décidé l'annulation de l'édition 2021. La décision survient en raison, bien sûr, du contexte sanitaire actuel. Le e-commerce pèse de plus en plus. Les sites marchands et sites des facturiers affiliés au centre monétique interbancaire ont réalisé plus de 14 millions d'opérations de paiement en ligne via carte bancaire marocaine et étrangère pour un montant global de 6 milliards de dirhams durant l'année écoulée. Cette activité ressort ainsi en progression de 46% en nombre et 25% en montant par rapport à 2019. Nous ouvrons la page culturelle avec une belle chanson d'amour. Elle signe un retour après une période d'absence, celle de Hetman Iken, alias Kayton. Il a récemment lancé Hialia, une chanson très tropicale, un titre où l'artiste a essayé d'y être un petit peu caméléon et de jouer sur différents styles. D'autres singles sont en cours. Nous allons en parler tout de suite avec l'artiste.
Et Atman Iken est l'invité salon de ce journal. Atman, bonsoir. Bonsoir Lahsan. Tout d'abord, je tenais à vous remercier pour votre invitation. Avec plaisir, merci d'avoir fait le déplacement depuis Marrakech. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'avec ce dernier titre, vous êtes en train de changer de style et surtout, est-ce que ce n'est pas un pari qui est un peu risqué? Tout d'abord, en fait, depuis mon premier passage sur ce deuxième en 2005, j'ai toujours adoré les paris. Donc du coup, j'ai toujours voulu garder mon côté pop R&B, côté originalité. Et à chaque fois que je rentrais au studio, c'est pour découvrir et pour travailler un nouveau style, et tout en gardant un pied sur la tendance actuelle. Alors, vous chantez en Darija, c'est important pour vous ce changement aussi? Oui, bien sûr. En fait, tout d'abord, j'avais commencé ma carrière en anglais. Mais vite fait, j'avais compris comme quoi la Darija, c'est notre langue mère et il fallait être vraiment fier. Et du coup, pourquoi pas ne pas internationaliser le côté pop R&B en Darija, et pourquoi pas ne pas voir vraiment des chansons en Darija sur MTV et pas mal de grosses chaînes. Alors pourquoi est-ce que vous avez opté pour un single qui est très tropical, surtout durant ce contexte qui est très particulier? Est-ce qu'il y a un message derrière ça? En fait, si je vous dis que la chanson a été enregistrée, déjà travaillée quelques mois avant la pandémie. Donc du coup, on travaillait un peu le clip et la stratégie, et d'un seul coup, bon, la pandémie a vu jour, et donc je pensais que c'était pas vraiment le bon moment de mettre la chanson en place et plutôt véhiculer un message de sensibilisation. Et du coup, on a décalé un peu tout le projet. Et voilà, c'est venu à un moment où on s'est dit, voilà, faut le lancer, on l'a lancé. Alors la musique, est-ce que ça a toujours été une évidence pour vous? Vous êtes tombé dedans étant petit. Il paraît qu'à 6 ans déjà, vous essayez d'imiter un certain Michael Jackson. L'idole, mon idole. À 6 ans, mon papa, en fait, il voulait m'inculquer la langue anglaise. Donc du coup, il voulait, à travers la chanson et les films en VO. Donc du coup, l'anglais, c'était plus ou moins une langue primordiale. Et je suis tombé amoureux de Michael Jackson, l'album Bad en 89 je pense, et j'avais des posters un peu partout collés, et découvert du Motown, Bee Gees, la variété française et aussi la variété marocaine. Alors vous ne vous contentez pas de chanter, vous êtes aussi danseur, vous avez ce talent de danseur. Est-ce que c'est important ce lien pour vous entre la musique et la danse? Je pense que en fait un chanteur actuel, le chanteur actuel doit avoir un packaging comme on dit. Il faut savoir parler, il faut savoir danser, il faut savoir bouger devant la caméra. Et à l'époque, les années 90, la danse, le breakdance, c'était très important. Et c'était très physique, donc du côté, c'est des sportifs et culturels. Et voilà, on s'était lancé. Je pense que c'est très important qu'un artiste sache se montrer devant la caméra. Pour terminer, un mot peut-être sur vos projets à venir, Atman? Inch'Allah, en fait, on a 6 morceaux qui sont déjà en place. 2 clips vidéo qui sont en train d'être, en fait, c'est écrit et tout. Et tout d'abord, Inch'Allah, j'espère que tout va bien se passer, la pandémie va disparaître dans pas longtemps pour attaquer vraiment bien comme il faut le marché actuel. Parce que vous ne pouvez pas les tourner en ce moment? Pas du tout. Je préfère garder des distances respectables. La distance sociale aussi. Exactement, pour ça. exactement. Atman Iken, merci d'avoir fait le déplacement, merci d'avoir été avec nous ce soir. On va continuer à parler de musique avec Mea Culpa Covidissime. C'est le titre d'une chanson inspirée par la crise sanitaire et ses conséquences économiques, sociales, mais surtout humanitaires. L'auteur, compositrice et interprète de ce titre, Soumia Abdelaziz, a une longue carrière d'artiste derrière elle. Elle a enregistré Mea Culpa Covidissime avec la chorale de l'église de Marrakech. Reportage Mohamed Chima, de récit et de Samia Hadis. Soumia Abdelaziz partage le clip de son dernier titre avec ses amis autour d'un verre de thé. Une chanson qui lui tient à cœur et qui résume pour elle tout ce que lui inspire l'actualité. Des paroles qui expriment toute la détresse humaine face à cette pandémie et qu'elle a enregistrée avec les chœurs des gospels de l'église de Marrakech. Cette pandémie a eu des conséquences que tout le monde connaît, tant sur le plan socio-économique que sur le plan psychologique. Et j'ai voulu un petit peu exprimer un petit peu le désarroi de l'humanité face à ce fléau. Entre Soumia Abdelaziz et le chant, il existe une longue histoire d'amour. L'artiste a baigné dans la musique depuis sa plus tendre enfance. Pour elle, l'art, c'est d'abord un engagement. On fait place à l'incertitude. J'ai toujours considéré que l'artiste a une mission, autre que celle uniquement de divertir et de séduire par de jolies paroles ou par une belle musique.
L'artiste, je pense, doit dénoncer aussi. Mea culpa covidissime, c'est le titre de cette chanson aux accents spirituels, l'expression sans doute des questions métaphysiques que suscite la pandémie dans l'inconscient collectif. On termine avec cette découverte au Maroc d'un nouveau lézard marin aux dents de requin. Des chercheurs français, anglais et néerlandais mettent en évidence une nouvelle espèce de mosasaure, signe de l'extrême diversité des reptiles marins dans les phosphates du Maroc il y a moins 72 à moins 66 millions d'années. Avant de nous quitter, je vous rappelle les principaux titres de ce journal. Sa Majesté le Roi reçoit le ministre émirati des Affaires étrangères et de la coopération internationale, son Altesse Cheikh Abdallah Ben Zayed Al Nahyan, porteur d'un message du prince héritier d'Abu Dhabi. Les entretiens ont porté sur l'évolution des relations bilatérales dans différents domaines. Un président s'en va, un autre arrive. Joe Biden a été investi ce mercredi. Il a prêté serment lors d'une cérémonie sous haute surveillance au Capitole à Washington. Nous sommes revenus sur les nombreux défis qui attendent le 46e président des États-Unis avec Amina Ben Khalq dans sa chronique Un œil sur le monde. Le variant britannique du Covid-19 a fait son apparition au Maroc depuis le port de Tangemed. Ainsi, toutes les mesures ont été renforcées. Tous les bateaux en provenance de Marseille, de Sète et de Genève sont minutieusement contrôlés grâce à des laboratoires mobiles. Mea culpa covidissime, c'est le titre d'une chanson inspirée par la crise sanitaire et ses conséquences économiques, sociales, mais surtout humanitaires. L'auteur, compositrice et interprète de ce titre, Soumia Abdelaziz, a pour ce projet collaboré avec la chorale de l'église de Marrakech. Voilà, c'est la fin de cette édition. L'information se poursuit sur notre site 2m.ma et sur l'application My2M. Le prochain journal El Messaïa vous sera présenté par Hussein Ouzig. Juste après, vous pourrez suivre ce débat sur les réseaux sociaux, instruments ou menaces pour la démocratie. Hanan Harrat et ses invités se penchent sur la question dont on n'est pas obligé d'être d'accord. Ce soir, ce sera à 21h40. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain si tout va bien. Excellente soirée à tous.